for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I did by default and without any doubt, oh. I'm a me happy adult, oh. I no go feed the girl, I no go feed the girl, it's out, oh. I'm a mind that's you can talk, oh. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know holy, and I know that devil. Like the Baba fry, oh. My eye, oh. Don't cry, oh. I need go and shadow. 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 My feelings been this swing like Django Lover. Feelings been this swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Leggy Bona. Now so much you make you have been all over. My feelings today swing like Django Lover. Feelings today swing like Timbani at you. I'm a white dog in Venice. Why you say I did nothing for you? And if I do anything you want me to do, Timbani at you. I'm a white dog. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir les Afro-Man. Bonsoir les Afro-Man, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début de semaine et que tout se passe bien dans votre business, au travail, dans vos familles. Donc on va faire la suite du live de la dernière fois, il y a 2 jours, où on a commencé à parler du marketing et des 22 lois du marketing, qui sont basées sur le livre Les 22 lois immuables du marketing. On avait fait une première partie d'environ 1 heure, où on avait parlé de quelques lois, quelque chose à mettre en place afin que vous puissiez utiliser les lois du marketing à votre avantage dans vos business, de manière à être plus professionnel lorsque vous travaillez, de manière à voir les bénéfices en fait du marketing dans vos propres business. Ok. Il est important de savoir comment mettre en avant ses produits, comment mettre en avant sa marque, afin de pouvoir créer une relation avec le client, afin de montrer au client quelles sont les valeurs de votre entreprise, afin de montrer les avantages de vos produits, afin de créer justement cette relation pour augmenter la confiance que le client a en vous, la valeur perçue de votre marque auprès du consommateur et aussi de pérenniser votre entreprise parce que la confiance entraîne des ventes. Vous n'achetez jamais rien sans que vous ayez totalement confiance en la marque auprès de qui vous achetez vos produits. C'est pour ça qu'il est important de créer une relation de confiance entre vous et le consommateur. Lorsque cette relation de confiance est établie, le consommateur vous fait confiance, il peut acheter chez vous. Le marketing, c'est tout ça. Le marketing, c'est mettre en avant les bénéfices de votre marque, les bénéfices de vos produits, le positionnement de votre marque. Si vous avez des valeurs, il faut les communiquer au travers du marketing. Disons par exemple que vos valeurs sont de fournir des produits qui sont soucieux de l'environnement. Vous êtes soucieux de l'environnement, c'est quelque chose qu'il faut communiquer au travers de votre marque, de manière à ce que les gens qui sont eux aussi soucieux de l'environnement soient atteints et soient touchés par votre marque. Donc, sans plus attendre, nous allons continuer. De fournir des produits. Nous allons continuer la présentation que nous avons fait la dernière fois. Donc voilà, elle était telle. Les 22 lois du marketing. Donc on avait vu en premier que être premier est meilleur qu'être le meilleur. Être le premier dans l'esprit du consommateur est bien plus pertinent, bien plus puissant qu'être le meilleur sur le marché. Donc présenter des produits en disant nous sommes meilleurs qu'un tel, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'effet auprès du consommateur. Être le premier dans l'esprit du consommateur, si tel que lorsque, par exemple, vous vendez des bijoux, que lorsque le consommateur pense bijoux, il pense à vous, cela a beaucoup plus d'impact que de dire nos bijoux sont de meilleure qualité que nos compétiteurs. Une deuxième chose, c'était créer une catégorie. Donc, l'important, c'était d'être dans une catégorie où vous êtes les premiers dedans. Disons par exemple que vous vendez des bijoux. Dites que vous vendez des bijoux
Tout le monde vend des bijoux. Mais si vous dites que vous vendez des bijoux spécialement pour les femmes enceintes, je dis une bêtise, mais c'est pour l'exemple. Vous vendez des bijoux spécialement pour les femmes enceintes. Vous êtes le premier dans cette catégorie. Les femmes enceintes qui voudront acheter des bijoux se tourneront vers vous parce qu'elles se sentiront concernées par le message que vous véhiculez. Et cette catégorie que vous avez créée, vous serez le premier dedans. Cela a beaucoup plus d'impact que de dire que vous vendez simplement des bijoux et que vous vendez à tout le monde. Ensuite, on avait vu que la perception égale la réalité. Peu importe que vous soyez les meilleurs, peu importe que vos produits soient plus bons, soient plus jolis, soient plus forts que les produits des autres, ce qui compte, c'est la perception du client. On avait pris comme exemple le fait que Honda soit une marque japonaise qui vend aux États-Unis des voitures et que les gens aux États-Unis, si vous leur dites que vous avez acheté une Honda, ils vous demanderont quel genre de Honda vous avez acheté, quel est le modèle que vous avez acheté en vous donnant des modèles de voitures. Maintenant, si vous dites la même chose au Japon, les Japonais vous demanderont quelle moto est-ce que vous avez acheté. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire japonais, dans la perception japonaise, une Honda ne peut être qu'une moto. C'est un fabricant de motos. Et les Japonais n'achèteront pas de Honda voiture auprès de Honda au Japon. Parce que dans leur perception, c'est tout simplement une moto. Donc, ils ne s'attarderont pas justement à acheter un produit de chez Honda si ce n'est pas une moto. Donc ça, c'était par rapport à la perception et à la réalité. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le fait de sacrifier pour croître, pour grandir, to grow. Vous avez besoin de faire des sacrifices. Donc, commençons. Vous devez beaucoup sacrifier afin d'obtenir beaucoup plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, très bien comme ça. 3 exemples de choses à sacrifier. Premièrement, vous pouvez décider de sacrifier une gamme de produits. Donc, vous avez une marque, vous vendez plusieurs produits, vous avez une gamme immense, vous avez peut-être 5, 6, 7, une dizaine de produits différents. Des fois, pour grandir, il faut arriver à sacrifier certains produits et à se concentrer seulement sur une quantité bien spécifique de produits. Vous n'avez pas besoin de vendre tous les produits de votre marque. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, il y a FedEx. Et un des compétiteurs de FedEx était Emery. Donc, aujourd'hui, on connaît très bien FedEx à l'étranger. C'est une marque internationale. Mais Emery, à l'époque, c'était le leader du transport de colis, d'envoi de colis aux États-Unis. Donc, Emery, il faisait ce qu'on appelle du air freight. Donc, c'était l'envoi de colis par avion. Il était dans le secteur des services de fret aérien. Peu importe ce que vous vouliez envoyer, vous pouviez le faire grâce à Emery. Petit paquet, gros paquet, livré en moins de 24 heures, service en différé, il faisait absolument tout. Et FedEx est arrivé sur le marché et il s'est concentré sur un seul service. Il s'est concentré sur quoi comme service? Il s'est concentré sur petits paquets livrés en moins de 24 heures. Donc ça, c'est quelque chose que Emery faisait. Mais FedEx, ils sont arrivés sur le marché et ils ont décidé de sacrifier toutes les possibilités qu'ils avaient de vendre leurs produits pour se concentrer seulement sur un petit segment, sur un seul produit. La gamme de produits de FedEx n'était que sur un seul élément. Petit paquet livré en moins de 24 heures. Alors, qu'est-ce que ça a fait tout ça? Ça fait que le pouvoir du sacrifice que FedEx a fait, ils ont mis l'idée livrée en moins de 24 heures, entre guillemets bien sûr, dans l'esprit du prospect lorsqu'il pensait FedEx. C'est-à-dire que FedEx s'est approprié un produit livré en moins de 24 heures. L'idée d'avoir un colis livré en moins de 24 heures devait pousser le consommateur à penser que c'est ce que fait FedEx. C'est tout. FedEx ne fait pas les petits paquets, les gros paquets, les paquets en différé, tout ça, ça ne leur appartient pas. Ils sont concentrés, ils sont spécialisés sur les paquets livrés en moins de 24 heures. Donc FedEx a sacrifié toute la gamme de produits qui était possible à eux pour se concentrer seulement sur les paquets livrés en moins de 24 heures. Et quel a été le résultat? Emery a fait faillite au début des années 2000. Et FedEx a mis Emery sur la paille. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des gens voulaient envoyer des paquets, des petits paquets, ils aimeraient que ces paquets soient livrés en moins de 24 heures. Emery faisait tout. Mais en faisant tout, vous ne faites rien. Vous n'êtes spécialisé dans rien. Dans l'esprit du consommateur du moins. Alors que FedEx s'est dit, ça, c'est notre marché, ça, c'est ce qu'on fait. On fait les petits paquets livrés en moins de 24 heures. Étant donné que c'est ce que le marché voulait le plus, les gens ont commencé à se tourner vers FedEx pour obtenir ce produit, pour obtenir ce service.
Et ça a mis Emery en mal financier jusqu'à ce qu'ils mettent la clé sur la porte dans les débuts des années 2000. Donc la leçon à tirer, c'est que si vous voulez réussir dans votre business, réduisez votre gamme de produits, ne l'augmentez pas. Vous devez analyser les produits que vous avez dans votre entreprise et vous poser la question, quels sont les produits sur lesquels on peut être compétitif? Quels sont les produits qui nous représentent le mieux? Quels sont les produits pour lesquels notre client nous cherche? Réduisez le nombre de produits, ne l'augmentez surtout pas. Restez concentré, restez sur une gamme de produits bien spécifiques. Votre gamme n'a pas besoin de faire 20 ou 30 ou 40 produits. Juste un ou deux produits ou services qui marchent bien est largement suffisant. Donc ça, c'était la leçon à retenir au niveau du sacrifice de la gamme de produits. On peut sacrifier une gamme de produits pour se concentrer sur un produit, mais on peut sacrifier aussi le marché cible. Comment est-ce qu'on sacrifie le marché cible? Je vais vous donner un exemple entre Pepsi et Coca-Cola. Donc, Coca-Cola s'est implanté en premier dans l'esprit du consommateur. C'est la marque la plus ancienne de Coke. Et ils ont construit une position solide, si bien qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Coca-Cola. Partout dans le monde, les gens connaissent Coca-Cola. À la fin des années 1950, Coca-Cola vendait 5 fois plus que Pepsi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour chaque centaine de millions que Pepsi faisait en vente, Coca-Cola en faisait 5 fois plus, 500 millions. Et Pepsi est arrivé au début des années 1960. Ils ont appliqué la loi du sacrifice. Ils ont sacrifié tout. Ils ont absolument tout sacrifié, excepté le marché des adolescents. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on ne va pas se concentrer sur les vieux, on ne va pas se concentrer sur les travailleurs, sur la classe moyenne, on ne va pas se concentrer sur les vieux, on va se concentrer sur les adolescents. Donc, ils ont sacrifié leur ciblage, décidé de se cibler seulement sur les jeunes. Et ils ont brillamment exploité ce marché. Donc, qu'est-ce qu'a fait Pepsi? Dans les années 80, ils ont fait une campagne publicitaire en travaillant qu'avec des icônes de la musique ou des icônes du cinéma, dont Don Johnson, Lionel Richie et Michael Jackson pour le plus connu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous êtes trop jeune, peut-être que vous n'en souvenez pas, mais vous pouvez facilement trouver la pub Pepsi Cola avec Michael Jackson. C'était une pub vraiment iconique qui a été créée dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, et qui avait fait énormément de bruit, et surtout auprès des adolescents. Donc les adolescents, c'est un marché vierge, ce sont des gens qui sont facilement influençables, qui suivent leurs icônes, leurs idoles, vous savez comment ça se passe lorsqu'on est ado. Et Pepsi Cola, en faisant cela, a réussi justement à prendre des parts de marché à Coca-Cola, alors qu'il venait tout simplement de... Avant cette campagne, le truc c'est que Pepsi, ils avaient que 10% des parts du marché. Pardon, pas 10%, à peu près 20%, c'est ça. Coca-Cola vous vendez 5 fois plus, donc à peu près 20% de parts de marché. Après cette campagne publicitaire, Pepsi n'est que 10% derrière Coca-Cola en termes de vente aux États-Unis. Donc c'est une montée fulgurante. Comment est-ce que ça s'est passé? La leçon qu'il faut retenir, c'est que la cible n'est pas votre marché. C'est-à-dire que le fait de cibler les adolescents pour Pepsi Cola ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vendre aux autres. Bien sûr, ils continuent de vendre aux classes moyennes, aux adultes, aux femmes, à tout le monde. Mais les personnes pour lesquelles ils ont décidé de cibler leur message, les adolescents, a fait que ça leur a donné un regain, un boost dans leur vente. Donc la cible n'est pas votre marché, la cible n'est pas égale aux personnes qui vont acheter votre produit. Même si Pepsi a ciblé les ados, le marché était tout le monde. Exemple, un homme de 50 ans qui veut se sentir comme un jeune de 19 ans, il va acheter du Pepsi Cola parce que Pepsi décide de cibler les ados. Donc on crée une certaine attache, on crée une certaine influence et une certaine image auprès du consommateur qui voulait dire que pour se sentir plus jeune, consommer du Pepsi Cola. Même si le message n'était pas ciblé pour ces personnes, il était ciblé pour les ados. Par défaut, les personnes qui consommaient du Coca-Cola, en fait, s'associaient à l'image que Pepsi voulait donner de leurs produits. Donc ça, c'était le sacrifice sur le marché cible. Il y a un autre sacrifice qui peut être fait, c'est le sacrifice du changement constant. Lorsqu'on a une marque, donc on a des produits, on vend nos produits, des fois, on veut être dans la tendance. Donc, dès qu'il y a une nouvelle tendance, on veut se lancer dans cette tendance. Dès qu'il y a une nouvelle façon de faire, on veut se lancer dans cette façon de faire. Est-ce que c'est forcément une bonne chose?
Pas tout le temps. Je vais vous donner un exemple. L'exemple de White Castle Burgers. Donc ça, c'est une marque qui n'est pas du tout connue en France et en Europe, mais c'est une marque hyper connue aux États-Unis. McDonald's, Burger King et White Castle Burger, ce sont des marques de burgers qui sont assez connues du marché. Donc White Castle Burger n'a jamais changé son positionnement. Ils sont exactement les mêmes qu'ils étaient il y a 60 ans. Ils vendent absolument les mêmes burgers à un prix défiant toute concurrence. Le résultat de maintenir leur vision, de maintenir leur concept, de maintenir leur identité, c'est que White Castle Burger, ils font 1 million de chiffres d'affaires par an et par magasin aux États-Unis. Rendez-vous compte, 1 million de chiffres d'affaires par an, c'est beaucoup d'argent. Par magasin aussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ouvrent un restaurant, dans ce restaurant, à l'année, ils vont faire au minimum 1 million de chiffres d'affaires, ce qui est quand même fulgurant, énorme. C'est bien plus que Burger King aux États-Unis et c'est pas loin derrière McDonald's. Rendez-vous compte. Et pourtant, ça, c'est une marque que l'on ne connaît pas en France. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de se concentrer et de rester conservateurs sur leurs idées, sur leur identité, sur leur image et leur marché. Ils n'ont pas décidé de s'implanter à l'international. Ils ont décidé de rester aux États-Unis et de faire ce qu'ils faisaient de mieux. Et c'est une entreprise qui est prospère aujourd'hui. La leçon à en tirer, c'est que concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux. Vous n'avez pas besoin de vous disperser. Vous n'avez pas besoin de changer tous les 4 matins votre identité, votre ciblage. Si votre produit, votre entreprise fonctionne, vous n'avez pas forcément besoin de changer. Vous pouvez sacrifier l'expansion. Vous pouvez sacrifier les nouveaux produits. Vous pouvez sacrifier tout ce qui est tendance, etc. pour vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. Si vous suivez les courbes, les hauts, les bas du marché, si vous vous dispersez, vous vous ferez éjecter. Vous allez faire faillite. C'est ce que cette loi du marketing, elle explique. Quand quelque chose fonctionne, des fois, ce n'est pas une si bonne idée de se dire « Ah, tout marche bien, changeons un petit peu ». Non. Quand tout marche bien, continuez sur votre ligne. Et des fois, c'est même plus difficile de rester et de faire ce qui fonctionne jour après jour, mois après mois, année après année, que de changer. Pourquoi ? Parce que ça devient chiant. On fait la même chose tous les jours, sans s'arrêter. Ça peut être compliqué. Donc voilà. N'essayez pas de tout le temps changer, restez concentré. Ça, c'était le changement constant. Donc on a vu ensemble ici les 3 exemples de choses à sacrifier. Maintenant, je vais vous donner un exemple qui est Kraft et Smuckers, qui sont des marques américaines. Kraft, vous connaissez peut-être cette marque, ils font des confitures, ils font des gelées, ils font la crème aussi Philadelphia. Donc Kraft, aux États-Unis du moins, c'est ce qui vient à l'esprit des consommateurs pour un tas de choses. Les gelées, les confitures, les mayonnaises aussi, ils font. Sur les mayonnaises, ils ont 18% du marché en comparaison de Hellmann's, qui détient 42%. Donc, c'est pas grandiose. 18% du marché, c'est pas grand-chose. Le truc, c'est que Kraft, il n'est leader du marché que dans aucune de ces catégories, il est leader du marché. Il est leader du marché seulement sous la marque Philadelphia. Donc, vous connaissez, c'est l'espèce de cream cheese qui est utilisé pour faire des sauces, pour être utilisé pour faire des cheesecakes et ce genre de choses. Donc, le Philadelphia, la marque de cream cheese Philadelphia, est un produit de Kraft. Kraft qui est l'entreprise et Philadelphia qui est la marque de cream cheese. Donc, Philadelphia, il est leader du marché du cream cheese avec 70% de part de marché. Les gens n'associent pas forcément Kraft à Philadelphia. Et cela peut expliquer pourquoi Philadelphia a 70% du marché. Les gens ne savent pas que Philadelphia fait partie de Kraft. Donc les gens, en fait, ils mangent du Philadelphia en pensant que c'est juste du Philadelphia. Ce qui se passe, en fait, c'est que Kraft, ils sont très dispersés. Ils ont des marques de confiture, ils ont des marques de gelée, ils ont des marques de Philadelphia, ils ont des marques de... Ils se lancent dans tout. Mais quand tu te lances partout, en fait, tu es concentré sur rien. Et c'est ça le problème avec Kraft. C'est qu'ils sont un peu dispersés. Contrairement à Kraft, Smuckers, ils se sont concentrés à produire des gelis et de la confiture. Ils possèdent 35% de part de marché dans un domaine qui est saturé. Mais ils sont leaders sur ce marché-là. Ils ont décidé de se concentrer sur ce qu'ils faisaient de mieux, au lieu de se dire, tiens, on va rajouter ci, on va rajouter ça. Et on voit souvent ça. Des business qui, par exemple, même au pays, en Afrique, qui font, par exemple, dans l'huile de palme, et ensuite, ils vont se mettre à faire
dans, je sais pas, dans les sauces Maggi. Et ils vont faire ci, et ils vont faire du riz, et ils vont faire des pâtes, et ils vont faire plein de choses sous le même nom de marque. En fait, dans l'esprit du consommateur, c'est ok, cette marque, elle fait tout. Donc, si elle fait tout, en fait, elle n'est pas experte dans quoi que ce soit. Alors que si vous citez par exemple une marque, par exemple Heinz, ce qu'ils font les ketchup, ils font les ketchup, ils font les moutardes, ils font les mayonnaises, c'est tout. Donc, en fait, on se dit Heinz, ce sont les spécialistes des sauces. Donc, lorsque vous voyez une sauce Heinz, tout de suite, vous vous dites ah ouais, c'est ça. La même chose, je vais vous donner un exemple. Ici à Shanghai, il y a un hôtel qui est l'hôtel Bulgari qui a ouvert. L'hôtel Bulgari, c'est pas un hôtel en fait qui inspire l'hôtellerie, parce qu'on se dit Bulgari, mais en fait c'est une marque de bijoux. Qu'est-ce qu'ils font dans l'hôtellerie? Ça n'inspire pas vraiment la confiance du consommateur. Le consommateur il va se dire ouais mais c'est une marque de bijoux, pourquoi ils ont un hôtel? Ça clique pas dans la tête, parce que lorsque le consommateur a une image en fait de ce que vous faites et que vous décidez de faire autre chose, tout de suite en fait ça clash en fait dans la tête du consommateur. Il se dit mais c'est pas ce pourquoi ils sont connus, c'est pas ce qu'ils font de mieux. Ensuite, donc Smokers donne. Les leçons à tirer, c'est que si vous vous diversifiez sur trop de produits différents, il sera difficile de vous établir en tant que leader sur ces produits. Concentrez-vous, restez sur ce qui fonctionne. Donc, on a fini cette loi qui disait vous devez beaucoup sacrifier afin d'obtenir beaucoup de choses. Donc, c'est la loi du sacrifice. Pour croître, pour grandir dans votre business, vous devez sacrifier quelque chose. Vous devez vous rendre compte. Des fois, ce qui est plus difficile dans un business, c'est de dire non à certaines choses. Vous vendez plein de choses et vous voulez rajouter des produits. Des fois, décider de dire non et de vous concentrer sur les produits que vous vendez déjà est une décision difficile à prendre. Mais des fois, c'est pour le meilleur. Donc, faites très attention. Évaluez ce que vous devez sacrifier et faites des sacrifices. La loi suivante, c'est que il faut mettre en valeur vos défauts. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre en valeur ses défauts? C'est humain d'avoir tendance de vouloir cacher ses défauts, ne pas forcément montrer ses défauts en grand jour. Mais dans le business, lorsque vous avez une entreprise, des fois, il est important de devoir mettre en avant ses défauts et d'utiliser ses défauts à son avantage. Laissez-moi vous expliquer avec un petit peu plus de clarté ce que j'essaie de vous dire. Pour illustrer justement cette leçon, on va parler de Scope et Listerine. Donc Scope et Listerine, ce sont deux marques de bains de bouche. Vous voyez, vous avez terminé de vous brosser les dents, tout se passe bien dans votre bouche, vous prenez un petit bain de bouche et tout, vous faites des gargarismes et vous rejetez, vous rincez la bouche à l'eau. C'est ce que Scope et Listerine proposent. Donc Scope, ils sont arrivés sur le marché avec un bain de bouche au bon goût. Donc le Scope, c'est quelque chose qui se met dans la bouche et ça a bon goût. C'est un bain de bouche, mais il a bon goût. Et ils sont arrivés sur le marché pour faire compétition avec Listerine qui, eux, ont un goût horrible. Donc si vous avez déjà fait des bains de bouche avec Listerine, vous savez tous que le bain de bouche a vraiment un goût exécrable. Ce n'est pas bon. Ça ne vous donne vraiment pas envie de le mettre dans la bouche. Pourtant, on continue de se le mettre dans la bouche et à faire des bains de bouche. Listerine, ils ont contre-attaqué Scope avec une nouvelle campagne parce que Scope, bien sûr, leur angle marketing, c'était que leur bain de bouche a meilleur goût que ceux qui sont sur le marché. Ils tiraient une balle à Listerine et Listerine, ils ont fait une contre-attaque en disant le goût que vous détestez 2 fois par jour. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, ça. Le fait de mettre en avant vos défauts et de parler de vos défauts, de vos produits, des défauts de vos produits, des défauts de votre entreprise, tout de suite, en fait, vous n'avez plus de points sur lesquels vous pouvez être attaqué. Si vous avez vu le film 8 Miles de Eminem, donc le film 8 Miles de Eminem, il y a un moment dans le film où il fait un battle. Et quand il fait un battle dans le film, ce qui se passe, c'est que il va commencer à se clasher. Il va se clasher. Il va parler du fait qu'il est pauvre. Il va parler du fait que sa copine l'a trompé. Il va parler du fait que plein de défauts qu'il a lui-même. Et ce qui se passe, c'est que quand il met ses défauts en avant, le gars contre qui il faisait son clash, il n'a plus rien à dire. Parce que bien sûr, quand tu te lâches, tu vas mettre en avant les défauts de l'autre, tu vas l'insulter, tu vas parler de tout ce qui se passe de mal dans sa vie. Et ce qu'il a fait, en fait, Eminem, c'est qu'il lui a fait un pied de nez. Et au lieu de commencer en taillant l'autre, il s'est taillé lui-même. Il a parlé de ses défauts. Une fois que ça s'était fait,
quand tu mets tes défauts en avant, personne ne peut t'attaquer. Et c'est exactement ce que Listerine y font. Le goût que vous détestez, ils mettent en avant le fait que le produit ne marche pas. Leur produit n'est pas bon, une fois mis dans la bouche. Le goût que vous détestez, 2 fois par jour. Donc Listerine, ils ont admis que leur produit, il avait mauvais goût. Ils ont admis que leur produit avait mauvais goût et qu'en réalité, les consommateurs le détestaient. La vérité, c'est que les consommateurs détestaient la Listerine. Mais cela a emmené les gens à croire que la Listerine tuait les microbes. Les consommateurs se sont dit, si ça avait mauvais goût, cela devait sûrement tuer les microbes. En fait, ils ont créé une corrélation. Ce n'est pas Listerine qui a avancé ça, mais c'est les consommateurs qui ont avancé cette théorie comme quoi c'était pas bon dans la bouche parce que voilà, c'est un produit qui tue les microbes. Alors qu'en fait, Listerine n'a absolument rien dit et qu'il n'y a aucune corrélation entre le goût du produit, du bain de bouche, et le fait que votre bouche soit propre et que les microbes soient morts. Donc, même inconsciemment, c'est quelque chose qu'on se dit, lorsque quelque chose n'est pas bon dans la bouche, forcément ça doit être bon, ça doit être désinfectant ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que vous avez des questions jusque-là, les Afromine? Je vais faire un petit tour et je vais regarder dans commentaires. Bonjour Afromine, à quel outil tu fais tes cartes mentales? Je fais mes cartes mentales avec l'outil MindMeister. Avec l'outil MindMeister. Ok, pas de commentaires, on va continuer. Donc, les consommateurs, ok, si on est arrivé là. Donc le résultat, c'est que Listerine est toujours numéro 1 des bains de bouche. Listerine est toujours numéro 1 des bains de bouche aux États-Unis. La leçon, c'est que lorsque vous admettez un point négatif de votre produit, les consommateurs vous le compteront comme un point positif. Vous êtes honnête, vous êtes franc. Vous dites, ok, notre produit il n'est pas comme ça, mais soit vous trouvez quelque chose à dire, soit le consommateur lui-même trouvera quelque chose à dire. Lorsqu'une entreprise commence un message en admettant un problème, les consommateurs ont tendance à garder l'esprit ouvert et vous trouvez des excuses. Et cela crée une opportunité pour repositionner votre marque et créer un angle marketing. Que ce soit de vous, mais la plupart du temps, ce sont vos consommateurs eux-mêmes, comme ils l'ont fait avec Listerine. Ils ont dit que si les produits n'étaient pas bons en bouche, c'est qu'ils étaient désinfectants. Listerine n'a absolument rien dit. Tout ça venait du consommateur. Donc, voilà pourquoi il est important de mettre en valeur vos défauts. Vous avez des défauts dans votre entreprise, ce n'est pas forcément une faiblesse. Des fois, c'est une force. Soyez franc avec vos consommateurs. Ensuite, le dernier point qu'on verra aujourd'hui, c'est posséder un mot dans l'esprit du consommateur, dans l'esprit du prospect. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre l'exemple de FedEx, Federal Express. Federal Express, aux États-Unis et partout dans le monde, c'est synonyme de livraison en 24 heures. Lorsque l'on pense FedEx, on pense livraison en moins de 24 heures. Bon, moins de lumière. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sacrifié leur gamme de services pour se spécialiser dans la livraison en moins de 24 heures. Posséder un mot dans l'esprit du consommateur rend une entreprise prospère. Cela crée un puissant concept. Lorsque vous pensez à un mot ou que vous pensez à une phrase bien spécifique et que vous vous dites « cela appartient à telle marque ». Lorsque vous pensez une marque et que cette marque, en fait, penser à cette marque vous fait penser à qualité, c'est-à-dire que tous les produits que cette marque, pour vous, que cette marque fait, sont des produits de qualité. Le fait de posséder un mot dans l'esprit du consommateur vous aide à vous établir et à créer l'image, une image forte auprès du consommateur. On continue. Donc FedEx s'est concentré sur une seule phrase pour représenter sa marque. Ils se sont frayés un chemin dans l'esprit du consommateur.
L'essence du marketing est de se concentrer sur un aspect, réduire la portée des opérations afin de s'imposer. Rendez-vous compte à quel point cela est puissant que lorsque l'on pense à votre marque, il y a des adjectifs qui viennent en tête. Ou que juste le nom de votre marque crée justement une certaine émotion ou une certaine idée chez les gens. Lorsque le nom de votre marque crée une idée chez les gens, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans l'esprit des gens. Les gens vous considèrent tel que ça. Si vous pensez, on pense à votre marque et les gens y pensent qualité, service client de qualité, rapidité d'envoi, vous avez tout gagné. C'est-à-dire que les gens vous voient comme ça. Vous possédez des mots dans l'esprit du consommateur. C'est l'image de votre marque. Les entreprises à succès possèdent des mots puissants dans l'esprit des consommateurs. Un exemple, lorsqu'on pense à Mercedes, on pense à ingénierie. Lorsqu'on pense à BMW, on pense à conduite. Et ils mettent ces mots en avant. Ils font en sorte que les gens les perçoivent de cette manière. Lorsque vous pensez à Domino's Pizza, vous pensez à livraison à domicile ou livraison en moins de 30 minutes. Lorsque vous pensez à Google, vous pensez moteur de recherche. Même en anglais, il y a une expression qui dit Google it. C'est-à-dire, fais une recherche sur Google. Mais le mot, c'est Google it. Donc, Google est utilisé pour dire faire une recherche sur Internet. Ou en français, on dira Google est ton ami. Ou Google-le. Dans la tête, on oublie que Google, en fait, c'est une entreprise et que Google n'est pas forcément un mot à utiliser pour dire fais une recherche Google. La vraie expression, ce serait fais une recherche sur Internet ou fais une recherche avec un moteur de recherche. Mais Google, en tant que moteur de recherche, en tant qu'entreprise, a réussi à s'implanter dans l'esprit des gens de manière à ce que les gens disent Google it. C'est ça, posséder un mot dans l'esprit du consommateur. Lorsque vous pensez à du scotch, vous dites donne-moi du scotch. Vous ne demandez pas du ruban adhésif, donne-moi du scotch. C'est-à-dire que vous, dans votre tête, le ruban adhésif, le nom du ruban adhésif, c'est scotch. Vous voyez ? Lorsqu'on demande un bic, on demande un stylo à billes. Bic est une marque, mais il possède l'expression stylo à billes. Lorsque vous pensez stylo à billes, la plupart du temps, vous pensez à un bic. Est-ce que vous pouvez me citer une seule autre marque de stylo à billes si ce n'est pas Bic? Bon, si vous êtes à l'école et que vous venez de faire, c'était la rentrée il n'y a pas longtemps, vous venez de faire vos courses de la rentrée, peut-être que vous pouvez me citer une marque, une autre marque de stylo à billes. Personnellement, moi je connais que Bic. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, après il y a Montblanc, mais Montblanc on est sur une autre catégorie, on n'est pas sur les stylos de la rentrée des classes. Parce que vous allez acheter vos cartables et vos trousses. Et vos compas et vos rapporteurs. Donc en fait, le fait de posséder un mot dans l'esprit du consommateur va créer ce qu'on appelle un effet halo. Une entreprise par exemple de sauce tomate possédant le mot sauce épaisse. Lorsque vous pensez sauce épaisse, vous pensez à une marque bien spécifique. On va dire par exemple les sauces Panzani. Panzani, est-ce qu'ils font des sauces? Non, Panzani sont spécialisés dans les pâtes. Lorsque vous pensez Panzani, vous pensez pâtes. Vous voyez? Il possède le mot pâte dans l'esprit des consommateurs. Si bien que lorsque vous pensez à des pâtes, la plupart du temps, vous pensez à des panzani. Vous pensez à autre chose peut-être, mais la majorité des consommateurs, lorsqu'ils pensent pâtes, ils pensent panzani. Ok? Donc, une entreprise de sauce tomate possédant le mot sauce épaisse, cela laisse entendre la qualité. Cela laisse entendre des ingrédients nutritifs. Cela laisse entendre de la valeur. Donc, c'est l'effet halo. Le fait de posséder une certaine phrase ou un certain mot dans l'esprit du consommateur, en fait, de tout cela en découlent d'autres mots et d'autres qualités qui viendront se greffer à cette marque-là. Lorsque Volvo est vu par les consommateurs comme voiture sûre, cela laisse entendre un meilleur design. Cela laisse entendre une ingénierie supérieure. Parce qu'on se dit, Volvo, ils font des produits de qualité, des produits sûrs. La leçon, c'est que lorsque le mot est établi comme un puissant bénéfice, le consommateur aura tendance à associer d'autres bénéfices. Si vous avez réussi à implanter un mot, à posséder un mot dans l'esprit du consommateur, le consommateur fera en sorte de découler d'autres produits, d'autres bénéfices de votre produit à partir de ce bénéfice bien spécifique, à partir de ce nom bien spécifique. Ensuite,
Nous voyons par exemple l'exemple de Atari. Donc Atari, il possédait le mot vidéo game. Atari, c'est une marque de jeux vidéo. Un peu comme on dirait PlayStation de Sony aujourd'hui, ou bien on dirait Nintendo aujourd'hui. À l'époque, c'était Atari. Ils étaient parmi les premiers et les leaders du marché de jeux vidéo. En 1982, le CEO, le General Manager, James Morgan, voulait qu'Atari se détache de leur concept d'origine. Il voulait qu'Atari soit associé à ordinateur et pas seulement à jeux vidéo. Il voulait changer, il voulait se déplacer le marché. Atari doit redéfinir son image, il a dit. La force d'Atari est aussi sa faiblesse. Atari doit élargir ses horizons. Atari doit élargir ses horizons vers les produits électroniques de consommation, c'est-à-dire les ordinateurs. Il voulait qu'Atari soit bien plus que des jeux vidéo, il voulait qu'Atari soit aussi des ordinateurs. Le problème, malheureusement, c'est que Apple et IBM possédaient déjà le mot ordinateur. Donc il n'y avait aucune place pour Atari dans l'esprit du consommateur. Ils ne pouvaient pas posséder le mot ordinateur. Lorsque les gens pensaient ordinateur, ils pensaient IBM ou Apple. Ils ne pensaient pas à Atari. Lorsqu'ils pensaient jeux vidéo, ils pensaient à Atari. Même si le CEO il voulait changer ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Les résultats, c'est que le remake de l'image d'Atari fut un échec. En 1986, Nintendo a fait son apparition. Et ironiquement, ils ont adopté le concept dont Atari voulait se distancer. Donc Nintendo, ils sont arrivés, ils se sont dit, on va devenir les leaders du jeu vidéo. Atari est concentré sur devenir une marque d'ordinateur. Nous, on va prendre le marché du jeu vidéo. Aujourd'hui, Nintendo possède aujourd'hui 75% de parts de marché d'une industrie à plusieurs milliards. Et Atari, où est-ce qu'ils sont? Ils sont retournés à la poussière, dans le vent. Rien, nada, que dalle. Mort. Échec total. Pourtant, ils étaient leaders du marché, ils étaient les premiers. Mais ils ont décidé de se lancer sur autre chose, de posséder un mot dans l'esprit du consommateur qui était ordinateur. Ok, vous me direz peut-être que c'est un défi en tant qu'entreprise, mais aujourd'hui, ils sont nulle part. Personne ne, même si je vous demande qui sont Atari, vous n'êtes pas capable de me dire qui ils sont. Personnellement, je ne connaissais pas Atari il y a bien longtemps. Au début, quand c'était les jeux vidéo, je jouais moi-même aux jeux vidéo, c'était Nintendo et PlayStation. J'avais jamais entendu parler d'Atari. C'est que bien plus tard, j'ai entendu parler d'Atari et j'ai compris que c'était une marque, une entreprise qui fabriquait des consoles et des jeux vidéo. La leçon à retenir, c'est que le mot est possédé par le leader du marché. Un mot qui définit la catégorie. C'est-à-dire que lorsque vous pensez ordinateur, vous comprenez tout de suite de quelle catégorie il s'agit. Lorsque vous entendez livraison en moins de 24 heures, vous savez tout de suite de quelle catégorie de produits ou services il s'agit. Si vous n'êtes pas le leader, trouvez un mot que personne ne possède. Le mot doit représenter la catégorie, sinon cela ne marchera pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver tout simplement et vous dire « Ok, on va faire ci, on va faire ça ». Mais le mot que vous avez choisi, la concentration, là où vous voulez mettre vos efforts pour votre business, en fait, n'a absolument pas de sens. Il doit quand même y avoir une ligne directrice. Il doit quand même y avoir une certaine cohérence entre les mots que vous essayez d'implanter dans l'esprit du consommateur et ce que vous faites en termes de produits ou en termes de services. Il doit y avoir une corrélation. Ça ne peut pas totalement être parti à l'aveuglette. Ok? Voilà. Donc, ça, les deux derniers points, les deux dernières leçons de cette présentation, on les reverra, on les verra la prochaine fois. Pour le moment, c'est à peu près tout ce dont on voulait parler. Ce dont je voulais vous parler. Je vais regarder s'il y a des questions, on va répondre aux questions. Non, balle perdue pour les étudiants. Quels étudiants? Schneider. Donc, en résumé, il y a différentes lois du marketing. Est-ce qu'elles fonctionnent pour tout le monde tout le temps? Pas sûr.
Mais je pense qu'il est important de les comprendre et de voir en fait si elles fonctionnent pour soi-même. Posséder un mot dans l'esprit du prospect, c'est quelque chose qui est super puissant. Imaginez que votre marque ou votre produit devient un mot de langage courant. Si bien que les gens utilisent ce mot sans forcément savoir que c'est le nom d'une marque, le nom d'un produit derrière. Ça fait partie du langage courant. Ça rentre en fait dans le vocabulaire, dans le dictionnaire. Ça, c'est l'impact qu'un produit de qualité et un marketing de qualité peut avoir sur la société. Du langage courant. Tu auras un scotch. Tu peux me passer un bout de scotch. Aujourd'hui, on en parle comme si c'était un mot qui avait été inventé pour définir le ruban adhésif, alors que pas du tout, c'est le nom d'une marque. Ça, c'est à quel point le marketing a été bon sur ce produit-là. Voyez en fait comment vous pouvez changer les habitudes. Dans le business, il y a deux choses qui vous pérennisera votre entreprise. Avoir un bon produit, savoir comment obtenir des clients, ça c'est quelque chose qui prend énormément d'efforts et énormément de travail. Mais lorsque vous aurez changé les habitudes des consommateurs, c'est qu'en fait, vous aurez fait quelque chose de puissant. Je vais vous donner un exemple. Dans les années... que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'était dans les années 50. Bon, c'est une histoire en fait qui est pas très, très gay aussi, mais on va essayer de voir les choses point de vue business. Les industriels de je ne sais plus quelle industrie, ils avaient du fluor. Et ils voulaient se débarrasser de fluor. C'était leurs déchets d'industrie. Ils voulaient utiliser ce fluor plutôt que de le jeter. Ils se sont dit, dans quoi est-ce qu'on peut utiliser ce produit et pouvoir le vendre. Et c'est comme ça qu'il est un peu né le dentifrice. Donc dans le dentifrice, aujourd'hui, on trouve du fluor qui est un produit super toxique. Si vous pouvez arrêter d'utiliser du dentifrice avec du fluor, c'est mieux pour vous. Donc, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va vendre plus de dentifrice ? De là est née en fait la recommandation des dentistes de se brosser les dents après chaque repas. Donc ils ont fait une énorme campagne marketing dessus, dans les écoles, au travail, disons aux gens que c'était important pour ne pas avoir de caries, de se brosser les dents après chaque repas ou au moins 2 fois par jour, matin et soir. Donc ils ont changé les habitudes des consommateurs si bien que les consommateurs ont compris qu'il était important de se brosser les dents 3 fois par jour ou après chaque repas. Donc changer les habitudes du consommateur pour que le consommateur achète plus de produits. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est les industriels de l'agroalimentaire qui voulaient augmenter leur chiffre d'affaires, qui voulaient augmenter la nourriture qu'ils arrivaient à vendre dans le mois ou tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils ont fait toute une campagne à l'école, au travail, expliquant l'importance de manger au moins 3 repas par jour, matin, midi et soir. Il est important pour le développement d'un enfant. Il est important pour se sentir bien toute la journée de manger 3 fois par jour. Si bien qu'aujourd'hui, on dit que même le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pourquoi ? Est-ce que c'est vrai ? Pas forcément vrai. Vous venez de vous réveiller. Vous avez dormi toute la nuit. Vous n'avez presque pas dépensé d'énergie. La première chose que vous allez faire, c'est remplir votre estomac avec de la nourriture. Sachant que lorsque vous êtes à jeun et que vous mangez, en fait, cela va créer de la torpeur, de la fatigue. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi lorsque vous vous levez et vous mangez dès le matin, vers les coups de 11h midi, vous avez un coup de barre ? Parce qu'en fait, vous êtes en train de digérer. Et lorsque vous digérez, ce qui se passe, c'est que ça utilise de l'énergie dans votre corps et ça vous donne envie de dormir. Donc, mis à part la bro science dont je suis en train de faire preuve en face de vous, l'idée en fait, c'est que une campagne marketing a été mise en place pour prouver aux gens, pour expliquer aux gens. Il y a même des médecins qui sont venus pour dire oui, c'est important de manger le matin, juste afin de pouvoir vendre plus de nourriture. Et ça, je vous explique ça comme ça. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtils. Il y en a beaucoup d'autres de campagnes marketing qui visent à changer certaines des habitudes que vous avez sans que vous vous en rendiez compte. Le marketing est puissant. Quel est l'outil que tu utilises ? Est-ce que tu vas publier le live sur ta page ? Je vais publier le live, mais pas
sur... pas sur la page, je vais publier le live sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller suivre ma chaîne YouTube, c'est pareil. Y a-t-il des méthodes pour trouver ce mot-clé ou slogan? Non, le mot-clé, le slogan, c'est quelque chose qui doit venir de toi, par rapport à ton produit et par rapport à la direction, ce que tu voudrais que tes consommateurs se souviennent. Et comme j'ai expliqué, il est plus important d'être le premier que d'être le meilleur. C'est-à-dire que si vous vendez des produits, au lieu de décider de vendre à tout le monde, vous décidez de vendre à un segment du marché. Vous décidez de vendre, au lieu de vendre du maquillage à tout le monde, vous voulez vendre du maquillage que aux personnes d'un certain âge, aux personnes âgées, au troisième âge par exemple. Ou que vous vouliez vendre des bijoux, mais vous vendiez des bijoux que pour les femmes enceintes. Je vous donne des exemples à la volée, mais c'est un peu ça. Lorsque vous êtes les premiers sur un marché, vous avez la possibilité de vous définir en tant que spécialiste dans ça, premier sur ça. Peu importe les mots que vous choisissez. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Le marché n'est pas forcément réceptif à tout, mais le marché est beaucoup plus indulgent sur les nouvelles catégories de produits que sur des catégories qui viendraient essayer de les prendre des anciennes catégories. Donc je m'explique. Disons par exemple que vos consommateurs, ce sont des consommateurs de voitures électriques, disons par exemple, et que le leader de voitures électriques, c'est Tesla. Et vous arrivez avec votre voiture électrique, made in Africa, on va l'appeler l'Africa Mobile. Vous venez avec l'Africa Mobile et vous essayez de prouver aux consommateurs de Tesla qu'ils ont fait le mauvais choix et que vous êtes meilleur que Tesla. Que Africa Mobile est meilleur que Tesla. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ont tort. Donc, au lieu de venir faire le coq, de venir l'ego en place et dire nous sommes meilleurs que Tesla parce que si, parce que ça, essayez de prouver par A plus B. Si vous vous êtes déjà disputé avec des gens qui ne sont pas raisonnables, vous savez que peu importe les preuves que vous leur apportez, ils ne changeront pas d'avis. Ils resteront butés sur leur avis et ça, c'est malheureusement la nature de beaucoup d'êtres humains. Donc, au lieu de vous prendre la tête à essayer de changer la nature des gens, à essayer de leur expliquer que leur avis n'est pas forcément leur bon et qu'ils ont fait une erreur, peut-être que vous avez raison, mais au lieu de faire cela, pourquoi ne pas créer une catégorie ou une sous-catégorie à un produit qui existe déjà et d'être le leader dans l'esprit des gens et sur le marché de cette catégorie? Par exemple, au lieu de vendre des voitures électriques, vous êtes les premiers à vendre des voitures électriques au format familial. Donc, c'est que des voitures électriques SUV ou grand format ou grande voiture, grosse voiture, des breaks, etc. Donc, vous vendez des voitures électriques, mais vous êtes spécialisé dans les formats voitures pour famille. Ou vous vendez des voitures électriques supercar, genre du style Lamborghini ou quoi que ce soit. Donc, vous prenez un produit qui existe déjà et vous créez une catégorie dans ce produit. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque les gens verront Africa Mobile, ils se diront « Ah, ça, c'est eux qui font des voitures supercars. C'est des voitures électriques, mais supercars. » Ou c'est des voitures électriques au format familial. Ou c'est des voitures électriques camping-car, par exemple. Vous voyez, vous créez une catégorie et lorsque vous créez cette catégorie, vous êtes premier, vous pouvez communiquer avec le marché en expliquant que vous êtes les premiers sur ça. Vous avez sacrifié en dire je vais vendre à tout le monde des voitures électriques. Non, vous avez décidé de vous poser sur un point bien spécifique et vous communiquez dessus parce que vous êtes les premiers et vous travaillez pour établir un mot dans l'esprit du consommateur, un mot ou une phrase dans l'esprit du consommateur, une définition. J'espère que j'ai répondu à votre question. Quel est l'outil que tu utilises pour les mind maps? Est-ce que tu vas publier? Oui, je vais publier. L'outil, c'est MindMaster. À ce qui paraît, le fluor attaque le cerveau. Oui, le fluor attaque le cerveau, c'est quelque chose de très mauvais. Évitez de vous brosser les dents avec le fluor. Il y a aussi le logo qui est très important. Je pense que tu as voulu dire le logo. Le logo est quelque chose d'important, mais ce n'est pas aussi important que ce que tu penses. Le logo n'est pas votre marque. Le logo n'est pas votre marque. Lorsque vous regardez par exemple... Par exemple, si je mets le iPhone en face de vous, là,
Je mets l'iPhone en face de vous ou de côté comme ça. Je cache le logo avec mon doigt et je vous demande quel téléphone c'est. Tout le monde peut me dire que c'est un iPhone. Ou presque tout le monde peut me dire que c'est un iPhone de Apple. Tout le monde. Pourquoi? Parce que le design parle de lui-même. La marque est tellement forte, ils ont tellement communiqué dessus que vous savez même avant de voir la petite pomme qu'il s'agit d'un iPhone. Vous savez que c'est la marque Apple. Pareil, si je dessine, je prends ma feuille, une feuille de papier blanche, et que je la colorie en rouge et que je fais des bordures jaunes tout autour, sans même savoir, sans même que je vous dise de quelle marque il s'agit, vous direz sûrement McDonald's. L'identité est visuelle et ce n'est pas seulement le logo. Si je prends une boîte de frites McDonald's et que je cache le M qui se trouve devant, vous savez quand même que ce sont des frites McDonald's. La couleur, la forme du packaging qui n'a pas changé depuis des années, vous êtes habitué à cette identité visuelle. Et cela vous permet quoi? Cela vous permet d'être reconnu auprès des consommateurs, sans forcément avoir besoin de parler, sans forcément besoin de voir les logos. La même chose, si on regarde les hôtesses de l'air Etihad ou Emirates Airlines ou ce genre de choses, pour ceux qui voyagent et qui connaissent un petit peu à quoi ressemblent les hôtesses. Lorsque vous voyez les hôtesses de l'air, vous n'avez pas besoin de voir le nom de la compagnie aérienne, vous savez tout de suite de quelle compagnie aérienne ces personnes viennent. C'est ça le branding, c'est ça l'image de marque. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un logo bien spécifique afin d'être reconnu. Votre logo n'est pas votre marque. Votre logo est important, mais ce n'est pas tout. Je vous en prie. Merci. Merci, live, j'ai beaucoup appris. Je vous en prie. Merci. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai raté des messages? Vidéo suspendue chez vous. Ah. Ivana, je ne sais pas pourquoi c'est suspendu. Merci de nous avoir vendu ce stylo. Franchement, c'est très intéressant. Merci, merci. Balle perdue pour les étudiants. Bon, ça, j'ai déjà lu. Ok. Donc, voilà. On n'a pas fini. Enfin, on a fini pour aujourd'hui, mais on en reparlera. On reparlera de la suite, probablement demain ou après-demain. Je vais garder les vidéos enregistrées et je vais les passer sur YouTube. Donc, si vous voulez regarder la suite, si vous avez raté par exemple aujourd'hui et que vous voulez regarder la suite des présentations, vous pourrez les voir directement sur YouTube. Si vous avez besoin d'aide dans votre business, n'hésitez pas à me contacter. Je suis très accessible. Que ce soit sur Bagundo Silla, mon compte personnel, ou que ce soit sur Afroman, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous vendez, comment ça se passe dans votre entreprise, quelle est votre stratégie marketing. Ne me dites pas que votre stratégie marketing, c'est de poster des stories sur Snapchat en disant « Voilà, on a du stock, venez acheter ». C'est pas comme ça que ça ne marche pas comme ça. Le marketing est quelque chose qui se travaille, la stratégie est quelque chose qui se travaille, votre avatar client, de savoir à qui vous vendez, quelles sont les valeurs de votre entreprise. Tout ça, c'est quelque chose d'important parce que vous créez une relation avec le client. Lorsque la relation est créée, que la relation est saine et que le client vous fait confiance, c'est là où le client devient un fan. Et un fan continuera d'acheter chez vous et il continuera de parler à tout son entourage de votre marque. C'est la différence entre un fan et juste un consommateur de votre marque. Le consommateur, l'acheteur, il vient acheter peut-être une fois, peut-être 2 fois et ensuite il part. Mais la personne qui tombe amoureuse de votre marque par rapport aux valeurs de votre marque, par rapport à la communication dont vous en faites, vous êtes totalement transparent. Cela vous apportera beaucoup plus de bénéfices sur le long terme. Voyez long terme, ne voyez pas court terme. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Ok. Et on se dit à la prochaine fois, demain ou peut-être après-demain pour continuer de parler de tout ça. Ok? Bonne soirée les Afrominds. I need to go and shadow.
and it go and shadow. And it go and shadow, 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 shadow. Yeah, you know it's on.